Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette convention annuelle de Sésame LLD. Je suis ravie d'être avec vous. Je sais qu'habituellement, vous vous réunissez dans un moment très convivial tous les ans. Aujourd'hui, évidemment, cette année, on s'adapte aux conditions. On va faire la première convention digitale ensemble. Je suis ravie d'être avec vous. On va faire en sorte que ce moment soit convivial également. Autour de cette table, François Brabander, le président de Sésame LLD. Bonjour. Bonjour Marina. Anne-Claire Forel, oui, Anne-Claire Forel, également secrétaire générale de Sésame LLD. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Marina. Et Lionel French-Keo, directeur général de Hyundai Motor France. Bonjour. Bonjour Marina. Bonjour à tous les trois. Soyez les bienvenus pour lancer cette convention annuelle qui va se diviser en deux parties. Il va y avoir une première partie où on va faire un peu le point sur vos activités. Et puis la deuxième partie, ce sera une table ronde où l'on va parler d'hydrogène aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, je vous le repréciserai dans quelques instants, à commencer à poser des questions sur le chat, sur la plateforme, pour que l'on puisse aller plus loin encore que les thèmes que l'on a prévu d'aborder dans cette table ronde avec les intervenants qui seront autour de cette table. François, je vais commencer par vous laisser à la main déjà pour le premier message de cette convention. D'abord, un message de plaisir et de joie. C'est vrai que ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu, même si aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué Marina, c'est une convention un petit peu exceptionnelle, puisque elle se fait grâce au monde digital, au monde numérique, à distance. C'est peut-être un petit peu moins fun, mais en tout cas, sachez tous, adhérents, membres associés, collaborateurs des entités de notre fédération, et bien le grand plaisir que l'on a à se retrouver ensemble, parce qu'avoir attendu 2 ans, c'était peut-être un peu trop. Donc on a ensemble décidé avec le conseil d'administration et puis avec notre partenaire Hyundai, que je salue, dont je salue la patience, car il devait aussi nous accompagner l'année dernière. Et puis, vous connaissez aussi bien que moi l'histoire, donc on a attendu cette année. Et enfin, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et nos organisations, nos métiers, ont parfaitement montré leur résilience, leur résistance face à la crise. On évoquera ça tout à l'heure dans quelques chiffres. Et puis je tenais à saluer donc l'activité, l'engagement, l'accompagnement de tous nos collaborateurs, qu'il s'agisse des collaborateurs de notre fédération, mais aussi des collaborateurs de nos membres associés, auprès de nos clients, de l'ensemble de nos partenaires, de nos clients. Et puis, ils ont tous su répondre présents dans les difficultés, les moments assez complexes qu'on a pu vivre. Et vous le verrez tout à l'heure, pour ce qui concerne l'activité de location longue durée, tout ceci montre un bilan très, très encourageant et très solide. Et on va montrer ça évidemment dans le détail dans un petit instant avec vous également Anne-Claire. Lionel French-Keo, je me tourne vers vous. Il vous a cité bien sûr partenaire annuel cette année, donc le constructeur Hyundai. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous, directeur général donc, de Hyundai Motor France. Le temps a été long, mais on est ensemble pour faire le point. Le point ensemble, le point également déjà pour commencer peut-être sur la vision stratégique de Hyundai en matière de mobilité, pour commencer sur cette question. Effectivement, il y a maintenant, on va dire, presque 2 ans, on a partagé la vision de la marque, sa vision de la mobilité à horizon quelques années. Parce que c'est toujours important, nous, en tant que constructeurs, dans notre industrie, d'être capable de dire finalement à quoi va ressembler demain en termes de mobilité, que ce soit sur la partie, je dirais, des devices, du matériel, mais aussi sur la partie des technologies, bien évidemment. Et donc ça fait partie des sujets qu'on a partagés. J'ai juste un petit problème technique, je ne sais pas si... Vous vouliez faire afficher des informations, Ouais. c'est ça, pour votre première partie? Absolument. Mais c'est pas grave. Donc on a partagé effectivement cette vision de ce qu'était la mobilité pour la marque au travers d'offres de produits, d'offres de services et évidemment d'offres de technologies de mobilité. Peut-être avant de parler rentrons peut-être un peu précisément sur Nexo. Vous voulez nous parler de ce deuxième SUV à hydrogène produit en série qui est sorti il y a quelques années déjà. Alors c'est vrai que la marque a depuis maintenant plus de 20 ans travaillé la technologie hydrogène comme étant une des solutions de décarbonation de la mobilité. On a lancé fin 2014 un premier véhicule à hydrogène et maintenant il y a un peu plus de 2 ans un Nexo qui est un véhicule électrique donc, qui fonctionne à l'hydrogène
donc qui a effectivement la particularité quelque part de réunir le meilleur des deux mondes, que ça soit, je dirais, finalement une solution, je dirais, zéro émission, mais également finalement une facilité, une autonomie qui le rapproche de manière finalement assez simple d'un véhicule thermique, puisque c'est quelques minutes pour faire le plein du véhicule et 700 km d'autonomie. Donc on est vraiment là sur une technologie qui est finalement qui correspond bien aux usages que l'entreprise peut avoir, notamment de cette typologie d'outils. Donc l'hydrogène, c'est d'actualité, même plus que d'actualité pour C'est vrai Hyundai. que la vision de la marque, je dirais, c'est d'arriver à avoir une technologie qui soit bien adaptée, je dirais, aux différents usages. Et c'est vrai que d'avoir une offre de produits, une offre de services qui amène aussi à avoir une motorisation avec l'hydrogène qui soit vertueuse, ça fait partie évidemment de la direction que la marque souhaite donner sur le marché européen et sur le marché français, puisqu'on est là pour parler du marché français. Donc c'est vrai qu'on se doit d'avoir une approche qui est vraiment fournir le matériel avec les services associés et la bonne technologie. Et l'hydrogène pour nous est clairement une des technologies qui va permettre finalement de décarboner la mobilité. Et cette technologie ne doit pas être opposée aux autres, c'est important, elle vient en complément d'eux. Et c'est aussi important pour nous à passer comme message qu'aujourd'hui la marque est finalement celle qui a le choix de technologie le plus large du marché, puisqu'on parle, et on va parler un peu plus tard encore d'hydrogène. Donc on a aujourd'hui un véhicule hydrogène qui est sur la route, bien évidemment, mais on a aussi des véhicules électriques à batterie, on a aussi des véhicules hybrides rechargeables, hybrides ou mild hybrides, diesel également. On a toutes ces technologies qui sont d'ores et déjà disponibles, et c'est important parce qu'au final, ce qui est la clé, c'est d'avoir une technologie qui soit bien adaptée à l'usage des clients et pas finalement parfois essayer d'adapter le client à la technologie. Et c'est en ça qu'effectivement on a aujourd'hui une approche qui est assez pragmatique de la technologie et assez pratique. On voit en ce moment même, bien sûr, à l'écran, cette gamme que vous proposez Hyundai avec ce modèle Nexo, dont on va avoir un peu plus d'informations. C'est ça, vous voulez nous en dire plus, nous en montrer plus en tout cas? En tout cas, il va y avoir de quoi démontrer effectivement la qualité du véhicule dans le cadre d'une vidéo qui va être diffusée. Là voilà, la Nexo qui a été commercialisée il y a quelques années déjà. Oui, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc pour nous, c'est aussi la manière de démontrer finalement que l'hydrogène, ce n'est pas une technologie du futur, c'est une technologie d'aujourd'hui. Et c'est aussi un message important pour nous, puisque ça, je dirais, être capable de construire finalement le développement de cette technologie maintenant, d'autant qu'évidemment il y a un focus particulier qui a été mis par la France et par l'Europe sur l'hydrogène, de démontrer d'ores et déjà aujourd'hui que les solutions de mobilité hydrogène existent et que maintenant il faut arriver à accélérer finalement leur déploiement. Et c'est une très bonne nouvelle entre guillemets que je dirais le contexte dans lequel on a été et qui a été évoqué il y a quelques minutes et amené certaines prises de décision, en tout cas sur cette technologie-là. Et évidemment, ça va être un focus particulier pour la marque dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Ouais, on va en parler tout à l'heure, évidemment, lors de la table ronde qui nous intéressera d'ici quelques petites minutes. Un véhicule vertueux et intelligent également, ce Nexo. Disons qu'il a aujourd'hui finalement le gros avantage, entre guillemets, d'avoir effectivement une mobilité
zéro émission, mais c'est aussi pour nous une sorte de véhicule amiral en termes de technologie, que ce soit sur l'autonomie de la conduite, que ce soit évidemment sur tout ce qui est sécurité, et donc sa capacité même à retraiter l'air ambiant, notamment. Donc tout ça fait que effectivement on a là un véhicule qui est bien dans l'air du temps. Et quand je dis dans l'air du temps, c'est un véhicule de maintenant qui correspond aux usages d'un certain nombre de clients. Sur lesquels il faut qu'on arrive évidemment à accélérer maintenant. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces technologies développées dans ce véhicule. Je vous disais, en fait, au-delà de la technologie vertueuse, on va dire, liée à l'hydrogène, d'avoir l'ensemble de ces technologies de sécurité notamment, c'est finalement aussi de démontrer que ce type de produit est clairement finalement adapté aussi aux usages des entreprises, parce que la nécessité de travailler et une mobilité vertueuse, mais aussi de travailler la sécurité, ce sont deux axes importants. Et de manière générale, c'est un véhicule qui est avant tout, en tout cas à ce stade, dédié aux entreprises. De la même manière qu'aujourd'hui, dans notre stratégie, le développement se fait aussi par le B2B, que ce soit avec des véhicules hydrogène, bien évidemment, mais je vous montrais tout à l'heure qu'on avait la gamme de véhicules électrifiés la plus large du marché. Et ça contribue aujourd'hui au développement de la marque et au focus de la marque important sur cette partie-là du marché, qui est, je dirais comme souvent, à la suite de crise, la partie qui a redémarré le plus vite aussi. Donc c'est important pour nous finalement d'être capable aussi de saisir ces opportunités au travers de la technologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à ce type de produit ou grâce aux différentes technologies qu'on a pu mettre à la route, si je vous donne quelques chiffres, par exemple en 2020, qui a été une année un peu compliquée pour l'automobile et pour notre industrie de manière générale, la marque Hyundai en France, par exemple, a fait plus de volume, et je parle bien de volume, qu'en 2019. Et sur 2021, on continue à avoir une croissance extrêmement forte. À ce stade, on est la 8e marque généraliste sur les ventes aux sociétés, par exemple, sur les chiffres à la fin du mois de mai. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est un enjeu fort pour nous et que la technologie est une clé d'entrée extrêmement importante aujourd'hui, puisque ça fait partie de l'appétence, on va dire, des entreprises de vouloir basculer tout ou partie de leur flotte sur des technologies plus vertueuses. Notre rôle à nous, évidemment, c'est d'accompagner ces changements en proposant la bonne technologie adaptée au bon usage. Et je dirais, c'est ça qui va expliquer aujourd'hui la très bonne performance que la marque Hyundai peut avoir sur le marché des ventes aux sociétés et évidemment sur le marché des loueurs de la location longue durée. L'adaptation, on a compris que c'était un leitmotiv important et d'autant plus peut-être encore aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel, vous ferez partie dans quelques minutes des intervenants pour la table ronde qui va nous intéresser dans un instant. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez commencer à poser des questions sur le chat, sur la plateforme sur laquelle vous venez de vous connecter pour suivre cette convention annuelle. Avant de parler de l'avenir, des évolutions à venir, on va faire un point ensemble. François Brabander, je rappelle que vous êtes le président de Sésame LLD, sur les résultats de Sésame LLD, parce que la conjoncture, évidemment, on le sait, pour 2019-2020 était particulière pour tous. Ça s'est passé comment pour la filière location longue durée? Alors effectivement, il faut se remémorer un petit peu ce qui s'est passé en 2020.
Et avoir en souvenir que entre le mois de mars et le mois de juin de l'année dernière, très largement, toute la filière automobile était quasiment à l'arrêt. Et que par conséquent, tout ceci, ça laisse un petit peu de traces. Le confinement était particulièrement rude et sévère. Je rappelle que le marché automobile, dans son ensemble, a baissé de presque 25%. Dans ce contexte, on a fait un petit peu mieux du côté de la location longue durée, puisque on a un peu progressé en termes de part d'immatriculation, puisqu'on s'est approché des 27% de véhicules immatriculés en LLD, donc mieux que le marché. Mieux que le marché aussi, donc ça veut dire que nos parcs gérés en véhicules roulants ont continué à progresser globalement, mais aussi en fleet. Car dans le même temps, non seulement on a été un peu plus performant que le marché, mais aussi nos adhérents, nos acteurs ont été particulièrement à l'écoute des clients, de nos clients finaux, et donc les ont accompagnés en prolongeant des contrats ou en les accompagnant en repoussant un certain nombre d'échéances de loyer. Donc un investissement fort de la profession, un investissement fort sur une année excessivement particulière et au fond qui a connu sur la deuxième partie de l'année une accélération très très forte qui nous a permis d'avoir ce bilan plutôt surpositif par rapport à l'environnement automobile classique. Les avancées en termes d'évolution énergétique, à moins que vous ayez d'autres chiffres à nous apporter Non, peut-être on avait une vision plus générale sur une période de 5 ans qui montre bien que la période de crise n'a été, somme toute, qu'une petite parenthèse par rapport à une tendance de fond qui, malgré cette crise, s'est continuée, qu'il s'agisse de différentes composantes, parc total géré, fleet management. Donc le métier continue sur sa lancée depuis quelques années et grâce à nos collaborateurs, grâce à nos partenaires, et c'est tant mieux. Et le dernier slide là en ligne montre que, somme toute, pour parler comme les analystes financiers, on a un TCAM moyen de 5%, donc une croissance ces 5 dernières années de 5% moyenne. Donc je connais peu de métiers qui peuvent se glorifier d'avoir ce type d'évolution. Et donc, voilà, c'est une très bonne chose et je remercie tous ceux qui contribuent chaque jour à cet exercice. Très bien. Les avancées, du coup, maintenant, en termes d'évolution énergétique. Alors, non seulement on a bien progressé, mais en plus, on s'est montré un peu vertueux. Donc là, en photographie, à la fin de l'année dernière, vous voyez que les grandes tendances de fond avec la baisse de la thermie diesel, elles sont présentes, puisque c'est 5,8 points de moins. Et à l'inverse, les motorisations douces, si on peut le dire ainsi, sont en progression sensible. Et si on continue la tendance sur le début d'année, on va retrouver de manière beaucoup plus amplifiée encore cette tendance, puisque sur l'année 2021, non seulement les indicateurs que je donnais tout à l'heure en termes de progression d'activité sont stables à minima, voire en progression sensible pour l'ensemble de la fédération. Mais en plus, en ligne de mire sur la partie énergétique, on voit qu'on a été encore beaucoup plus vertueux, puisque le diesel continue à diminuer dans nos mises à la route, et qu'à l'inverse, tout ceci profite aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides, en attendant, je l'espère très vite, l'hydrogène, avec les offres dont vient de nous parler Lionel. Donc une évolution forte qui s'inscrit notamment dans la transition énergétique et qui a plusieurs tempos. On a vu un tempo lancé par déjà et qui est en continuité profonde, et puis il y a une accélération du temps, puisque de chaque crise normalement surgit un certain nombre d'événements complémentaires. Et bien c'est le cas, puisque les dirigeants, les
les intervenants gouvernementaux ont un peu profité de cet événement de crise pour rendre le paysage qui est le nôtre un peu plus complexe et néanmoins intéressant. Et des perspectives d'avenir qui sont également pleines d'espoir. On en parlera dans un petit instant également. Merci en tout cas pour ce premier bilan du marché. On va rentrer, Anne-Claire Forel, avec vous, secrétaire générale de Sésame LLD, dans le détail des travaux qui sont menés par le syndicat. Et on va déjà rappeler comment il fonctionne. Alors le syndicat fonctionne sous la gouvernance d'un président, donc, François Bramandère, et d'un conseil d'administration. Et réunit 5 commissions de travail donc, qui sont composées d'experts et de spécialistes issus de nos adhérents. Donc, je remercie d'ailleurs l'implication quotidienne et la grande disponibilité d'une part de tous ces participants, mais également de leurs présidents, parce qu'ils sont bien disponibles. Donc 5 commissions de travail. On a la commission communication présidée par Fabrice Desnoilles qui a en charge la promotion de la LLD, toutes les publications du syndicat et du marché. Il sera avec nous tout à l'heure pour la table ronde. Tout à fait. La commission opération présidée par Stéphane Copy qui traite en fait des sujets beaucoup plus techniques qui sont liés à l'ensemble de la vie en fait du contrat de location. Donc ça peut être des problématiques par rapport à l'immatriculation, à la gestion des contraventions, la mise en place de normes WLTP et de fraude. La commission Europe, présidée par François Piot, qui là permet de faire le lien entre les sujets français et les sujets européens, les évolutions des directives européennes, tout ce qui est en ce moment la gestion de données des véhicules connectés, par exemple. La commission juridique et fiscale qui traite, comme son nom l'indique, plutôt des sujets liés à la loi de finances, au malus, au bonus, à la taxe sur les véhicules de société, mais également par rapport à des sujets plus réglementaires, comme les recommandations de la CNIL ou tout sujet en fait, qui a un impact métier au niveau réglementaire. Et enfin, la commission sociale qui rassemble les DRH et qui traite là plus de la mise en place, par exemple, du télétravail, de l'égalité homme-femme, des questions de handicap, et qui a aussi une vue un peu plus précise sur l'évolution de la convention collective des services de l'automobile. 5 commissions, donc comment sont choisis les sujets sur lesquels elles travaillent ? Alors 5 commissions, mais qui sont suivies et coordonnées par Siméon et moi-même, parce qu'on est 3 permanents au niveau du syndicat, et on est aidé aussi par Britta Hillman qui s'occupe aussi des affaires administratives. Alors les sujets en amont déjà sont issus de nos relations et de nos travaux avec le gouvernement, avec le ministère, avec issus des consultations également auxquelles nous sommes amenés à participer à la demande du gouvernement. Les sujets sont issus aussi de nos relations avec les différentes fédérations. Nous sommes accompagnés depuis à peu près 2 ans maintenant par un cabinet en affaires publiques, ce qui nous permet d'avoir un meilleur impact de nos prises de position. Et en fonction de l'actualité, bien sûr, les projets de loi, suivi des projets de loi, intervention dans les projets de loi via les amendements. Et puis, les sujets sont également remontés par nos adhérents ou membres associés, en fonction des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit au niveau de l'application ou au niveau de l'interprétation des textes. Ces 2 dernières années, quels ont été les principaux sujets de réflexion du syndicat ? Alors, le président vous a parlé tout à l'heure du marché. Alors, ça a été un travail important au niveau du syndicat, puisqu'on a souhaité améliorer la présentation des chiffres du marché. Et pour ce faire, on a mis en place une plateforme statistique avec le membre associé d'Ataneo qui nous permet d'avoir une vision plus précise du marché de la LLD, de son évolution, avoir des focus sur les typologies de véhicules, typologies d'énergie. Et c'est des données que l'on a quasiment en temps réel puisqu'elles sont issues du SIV, donc le fichier du ministère de l'Intérieur. Elle est en libre accès, cette plateforme ? Alors non. C'est une plateforme qui est réservée à nos adhérents. Cependant, le contenu sert à alimenter les publications du syndicat et les adhérents peuvent de toute façon s'y connecter et je les invite à contacter Siméon Rochard qui, lui, est en charge de cette plateforme et qui saura les accompagner. Vous parliez tout à l'heure des véhicules connectés, ça fait partie des sujets importants ?
Tout à fait. C'est un enjeu majeur pour la profession, que ce soit au niveau français, mais également au niveau européen, parce que ça dépasse largement le cadre national. Et à ce niveau-là, nous travaillons avec d'autres fédérations pour faire entendre notre position, que ce soit des fédérations au niveau français, mais également au niveau de la fédération européenne l'IS-Europe. J'imagine que vous avez des questions d'ordre fiscal ou réglementaire également à traiter parfois. Tout à fait. Lors des projets de loi de finances, lors de la grande réforme qu'il y a eu sur les taxes à l'immatriculation, nous avons par exemple poussé pour que la taxe sur les véhicules de société soit maintenant déclarée de manière annuelle. De la même manière, nous avons beaucoup travaillé avec d'autres fédérations et le ministère pour faire intégrer la notion de formule locative de longue durée qui rassemble la LOA, la LLD et le crédit bail. Et l'objectif derrière était de faire cesser une distorsion de concurrence qui était défavorable à la LLD, qui existait depuis assez longtemps, notamment par rapport au malus, et qui faisait que les déductions du malus n'étaient pas accessibles en contrat de LLD. Donc maintenant, c'est chose faite. Tous les contrats de LLD ont également droit à la réduction du malus, qui pour autant qu'ils accèdent à l'éligibilité. Voilà, c'est des sujets certes techniques, mais qui impactent fortement le travail des adhérents au quotidien. Les autres enjeux pour lesquels se mobiliser, quels sont-ils ? Alors, on a le plan de relance automobile, d'une part, où on a été consulté lors de la mise en place de ce plan de relance par le gouvernement, notamment pour la partie soutien et développement du véhicule électrique. Le marché de la LLD aujourd'hui est à 60% en entreprise. Donc c'est un marché VO qui est important et qu'il convient de prendre en compte. Et donc c'est naturellement que la profession s'est montrée favorable à la mise en place d'une aide à l'achat et à la location, bien sûr, d'un véhicule électrique d'occasion. Où en est-on de la transition énergétique ? On va en parler entre autres dans quelques instants dans notre table ronde. Alors la transition énergétique est également un sujet important au syndicat. Nous avons travaillé depuis plusieurs mois à la mise en place de la loi des mobilités. Un gros travail notamment pour faire reconnaître la notion d'entreprise utilisatrice sur qui pèse en réalité le choix du véhicule. Donc les loueurs sont concernés pour le verdissement des flottes en tant qu'entreprise privée, mais également il y a aussi toute la partie publique. Et le syndicat travaille aussi à sensibiliser le gouvernement puisque le verdissement des parcs publics est aujourd'hui freiné par des règles de comptabilité publique. Et là encore, la profession et le syndicat travaillent pour accompagner l'ensemble des acteurs, qu'ils soient privés ou publics, dans leur verdissement des parcs. Merci beaucoup pour ce point complet. Anne-Claire Forel, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de Sésame LLD. Ça va être une question centrale dans vos prochaines réflexions, j'imagine, François Brabanders, cette transition énergétique. Quelles sont d'ailleurs les perspectives d'avenir ? On a fait un bilan tout à l'heure ensemble. Les perspectives d'avenir d'une manière générale au syndicat, en s'appuyant déjà peut-être sur ces premiers chiffres de 2021 qui affichent une bonne tendance ? Alors sans dévoiler l'avenir, parce qu'on n'a malheureusement qu'une partie de l'année qui est en cours, et puis on vient de voir qu'il y a un environnement réglementaire et fiscal très important. Bon, je dirais que les chiffres que nous avons aujourd'hui montrent que résolument, on s'approche de barrières qui ne sont pas justement infranchissables, mais qui sont importantes et significatives pour notre métier, et notamment aller vers 2 millions de véhicules en parc géré. On s'en approche grâce grâce aux premiers résultats qui remontent sur cette année 2021, qui se montrent bonne en termes de commandes et bonne en termes d'immatriculation. Alors pas aussi bonne que sur l'ensemble du marché que celle qu'on a pu connaître voici encore 2-3 ans, mais en toute état de cause, c'est très actif. Et puis, il y a quand même un environnement réglementaire très, très important, et là-dessus, il faut vraiment qu'on s'inscrive dans notre profession, comme l'a souligné particulièrement Anne-Claire. Et je voulais prendre 2 exemples pour mettre ça particulièrement en exergue.
très récemment, et on vient les uns et les autres d'arriver dans ce magnifique studio là qui est à côté de la place des Victoires. Voilà, donc traverser Paris, première date, 1er juin 2021. Sur la ZFE du Grand Paris, c'est déjà la suppression d'un certain nombre de véhicules ayant un critère défavorable. Je crois que c'est maintenant, il faut être critère, c'est les critères 4 qui étaient en cause. Donc ça veut dire que la loi, enfin la transition énergétique, elle est palpable. En tout cas, elle commence à être significativement dans la chair d'un certain nombre de nos concitoyens, corporate, particuliers, professionnels. Ça progresse. Et puis, une deuxième grande étape, janvier 22, puisque la loi dont vient de parler Anne-Claire, la loi L'Homme, eh bien là, elle rentre pleinement en vigueur, donc avec ses obligations. Et donc, il va falloir les appliquer. Donc, cette transition énergétique, elle s'accélère, elle s'accentue. Et nos entreprises doivent être auprès de leurs clients des acteurs formidables, en attendant que des offres technologiques complémentaires, comme l'a évoqué Lionel à propos de l'hydrogène et de ce qu'apporte notamment dans cette technologie le groupe Hyundai, viennent enrichir aussi fortement, je dirais, nos capacités de proposition et d'accompagnement de nos clients. Donc de gros défis à venir. D'énormes défis. D'énormes défis. D'énormes défis. Il va falloir relever tous ensemble. Mais c'est superbement intéressant. C'est la vie. C'est beaucoup de défis. Merci beaucoup François Barmonnière, merci Anne-Claire également pour cet état des lieux de Sésame LLD, merci à tous les deux. Lionel French-Keo, je vous garde autour de cette table parce que l'on va commencer dans un petit instant donc notre table ronde dont le thème est cette année, après l'électrique, l'hydrogène, point d'interrogation. Alors je sais que déjà ça fait réagir, rien que la formulation fait réagir, c'est très bon signe. Après l'électrique, l'hydrogène, on va en parler bien sûr, mais on a bien compris que c'était une prolongation, voire une complémentarité de l'électrique plus qu'autre chose, mais ça va être passionnant d'en parler ensemble avant d'accueillir les autres participants autour de vous, Lionel French-Keo, et de vous remercier, Anne-Claire, encore une fois, et François. On va commencer par vous montrer ce témoignage très intéressant de l'explorateur Bertrand Piccard. Il a battu un record du monde sur Nexo. Ça s'est passé fin 2019. Alors ce record du monde a depuis été de nouveau battu, mais les records du monde sont faits pour être battus d'une manière permanente. Ce record qu'il a battu, c'est celui de la distance parcourue en voiture hydrogène dans une Nexo, donc avec une seule charge. Regardez ce petit document. Si on part avec une voiture dans l'anonymat général et qu'on fait 700 km et que personne ne le sait, ça ne promeut aucune cause. Si on annonce qu'on fait un record du monde, forcément les gens s'y intéressent et les gens se disent « Tiens, moi je pourrais aussi faire un record ». Alors faut pas que t'aies peur parce que tu as 580 km d'autonomie et on en a 700 à faire. Oui. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. Il faut être tout le temps dans les tours moteurs optimaux, il faut être tout le temps dans l'anticipation. On a fait la moitié du réservoir hier et ça a fait 495 km. On a du vent de face assez fort, donc ça fait plus de résistance et on consomme plus qu'avant. La médiatisation fait que le monde politique ensuite veut me parler. Le message que j'ai est un message qui leur est utile. C'est un message où la protection de l'environnement est rentable, où les technologies propres, les énergies renouvelables créent des emplois. On est sur la réserve. 18 km et 49 km d'autonomie. L'hydrogène, ce n'est pas simplement le futur, c'est déjà le présent. Donc il faut vraiment pouvoir l'expliquer et pas simplement faire des choses avec des prototypes expérimentaux, mais il faut le faire avec des véhicules de série.
Voilà, le record battu avec une seule charge, record de distance, il est amené à être de nouveau battu, ce record, Lionel Frenschkeo. Ben, on espère bien, on va s'en occuper d'ailleurs. On compte sur vous, évidemment. C'est parfait pour démontrer à quel point rouler avec ce type de véhicule est finalement très proche de ce qu'on peut faire avec un véhicule thermique, puisqu'on est sur des distances qui sont extrêmement importantes. Et donc, je dirais, peu importe qui détient le record, c'est une nouvelle démonstration de la pertinence de cette technologie. Et de l'importance de l'hydrogène, une technologie qui est déjà bien réelle dans le monde de la mobilité, qui est amenée à connaître un fort développement, on l'a bien compris dans les années qui viennent, où on est précisément le secteur aujourd'hui, quels sont les enjeux, comment coordonner tous les acteurs, quels sont les aménagements nécessaires. Ça va être le thème de cette table ronde que l'on va débuter ensemble avec, pour commencer déjà, pour vous faire les présentations, Cécilia Fourry-Renzi qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. De chez Air Liquide, vous êtes directrice des activités hydrogène Europe Sud-Ouest. Vous nous expliquerez notamment quels sont les défis à relever en termes de production d'hydrogène, de stockage, de distribution. Plein de questions à aborder avec vous. Philippe Bouclier également est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes, président de France Hydrogène qui promeut la filière, qui fait en sorte de fédérer tous les acteurs du secteur, un rôle pivot dans le développement de cette technologie et de sa bonne mise en œuvre. Fabrice Desnoilles également est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes président de la commission communication de Cézanne LLD pour le point de vue important des loueurs de longue durée. Ils ont une place dans ce qui est notamment des parcs automobiles des entreprises qui vont être amenés évidemment à se révolutionner également dans les années qui viennent avec les contraintes qui vont leur être imposées. Et donc Lionel Frenschkeo qui est toujours avec nous, je le rappelle, directeur général de Hyundai Motor France pour parler bien sûr du point de vue du constructeur. Et vous faites partie de ceux qui êtes très engagés dans le développement des véhicules à hydrogène. Avant de commencer de parler, de faire un état des lieux, déjà un panorama global de l'hydrogène aujourd'hui en France. Petite vidéo de présentation justement sur l'hydrogène bas carbone pour poser un petit peu la situation. Il est temps d'agir pour un avenir durable. On va commencer cette table ronde tous ensemble avec tous les intervenants que je viens de vous présenter. Et sachez que vous pouvez poser des questions. Vous êtes amenés, bien sûr, même à poser des questions sur le chat, sur la plateforme sur laquelle vous êtes connectés pour que l'on puisse aller plus loin dans la discussion. Ce sera après avoir déroulé les thèmes de cette table ronde. On va commencer déjà, je le disais, par dresser un peu le panorama de la situation de l'hydrogène aujourd'hui en France, une sorte d'état des lieux pour savoir exactement où on en est de cette transition. Philippe Bouclier, je rappelle que vous êtes président de France Hydrogène. Question très vaste, mais que représente l'hydrogène aujourd'hui en France, pour poser un peu les choses?
Alors d'abord, je voudrais commencer par répondre à la question pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène maintenant. Allons-y. Je crois qu'il y a 3 raisons fondamentales. La première, c'est l'urgence climatique. Enfin, je pense qu'on est de plus en plus convaincus, de plus en plus de monde est convaincu qu'il y a vraiment quelque chose à faire du côté du climat. Deuxièmement, il y a la baisse des coûts des moyens de faire de l'électricité renouvelable. Baisse de l'électricité solaire, baisse de l'électricité produite par des éoliennes. Vous avez une division du coût par 10 en 10 ans, à la fois côté panneaux solaires ou côté éoliennes. Et troisièmement, une baisse des coûts des technologies de l'hydrogène, que ce soit les piles à combustible qui équipent les véhicules, comme la Nexo ou l'IX35, c'est comme ça qu'on l'appelle, de l'IX35 de Hyundai, ou les coûts des électrolyseurs, donc baisse des technologies. L'hydrogène, c'est encore actuellement, on vient de le voir dans le film, un produit chimique. C'est un produit chimique maîtrisé par les gaziers industriels comme Air Liquide et d'autres. Actuellement, en France, c'est 900 000 tonnes. 900 000 tonnes, dont à peu près la moitié est produite par les gaziers industriels. Le reste est autoconsommé ou autoproduit. C'est 130 000 tonnes pour le raffinage, c'est 220 000 tonnes pour les engrais et 70 000 tonnes pour la chimie. Donc 420 000 tonnes à peu près. Le reste est produit sur site et consommé sur site. 95%, si ce n'est pas 99%, est d'origine fossile. On casse la molécule de méthane, c'est donc des gaziers industriels, toujours les mêmes, qui cassent la molécule de méthane et qui donc produisent de l'hydrogène. Le revers de la médaille, c'est que quand vous produisez 1 kg d'hydrogène, vous produisez 10 kg de gaz carbonique. Donc on sent bien que ce n'est pas très vertueux. Si vous faites ça c'est avec du gaz naturel. Si vous faites ça avec du pétrole, c'est 13 kg. Si vous faites ça avec du charbon, c'est 20 kg. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose à faire. L'hydrogène, c'est pas nouveau. Le nom, c'est Lavoisier. Hein. Donc avant la Révolution, Lavoisier qui lui a donné le nom. L'électrolyse a été inventée en 1800. La pile à combustible, c'est 1839. Donc tout ça est vieux. Pourquoi ça décolle maintenant? Donc j'ai donné raison tout à l'heure. En fait, en France, moi, je veux le décollage en 2014. C'est par coïncidence l'année où la voiture à hydrogène de Hyundai est arrivée en France. C'est un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques qui a mis l'hydrogène au devant de la scène. Vous avez eu le 1er juin 2018 le plan Hulot et en novembre 2019 la loi énergie-climat qui fait faire un grand bond en avant à l'hydrogène. Et donc, c'est à ça que je voulais en arriver, puisque vous me demandez l'état des lieux. Le 8 septembre dernier, la présentation par 2 ministres de la stratégie nationale hydrogène. Alors 2 ministres, c'est pas banal. Ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement, à la fois sur le plan écologique et sur le plan économique, de faire progresser l'hydrogène. Donc cette stratégie, c'est 3 axes. C'est décarboner l'industrie et, disons, s'appuyer sur les grandes quantités qui vont être nécessaires pour décarboner l'industrie, pour créer une filière française compétitive de l'électrolyse. C'est deuxièmement décarboner la mobilité professionnelle. Donc on est en plein dedans, mobilité professionnelle, c'est-à-dire la mobilité lourde, les camions, les bus, les trains, bateaux, avions, et également la mobilité intensive, taxis, véhicules de société, tout ce qui est logistique du dernier kilomètre. Tous les véhicules qui roulent beaucoup, qui n'ont pas le temps de recharger. Donc, et troisième axe, le constat qu'en France, la recherche, le développement, l'innovation en termes d'hydrogène est à haut niveau. Il faut maintenir ce haut niveau, donc un axe fort également dans la stratégie nationale. Une panoplie complète, c'est-à-dire à la fois cette vision en 2030, à la fois des moyens financiers. Le gouvernement y alloue 7,2 milliards d'euros d'ici 2030. Et également une gouvernance, un Conseil national de l'hydrogène qui réunit les présidents de comités stratégiques de filière, c'est-à-dire tous ceux qui sont fortement engagés dans l'hydrogène, que ce soit dans la métallurgie, que ce soit dans la chimie, que ce soit dans la mobilité routière, mobilité maritime, dans l'aérien, dans le ferroviaire, tous ceux qui ont affaire avec l'hydrogène. Avec pour objectif, en termes d'électrolyse, 6500 mégawatts à l'horizon 2030. Ça ne vous parle pas, mais... mais c'est énorme. Vous allez nous dire, pour dire ce qui est devant nous, ce n'est pas une colline, c'est une falaise. C'est-à-dire qu'actuellement, on a moins de 6,5 mégawatts d'électrolyse.
il faut faire un facteur 1000 d'ici 2030. Effectivement, Facteur 1000. gros défi. Cécilia, je me tourne vers vous de chez Air Liquide. Cette volonté politique d'accélérer les choses, elle est intéressante, mais elle est aussi rapide. Il va falloir réagir vite. Aujourd'hui, en termes de production et de distribution, par exemple, d'hydrogène en France, on en est où? Donc tout à fait, comme il dit justement Philippe, aujourd'hui donc la majeure production d'hydrogène en France est faite par voie décarbonée, mais les défis qu'on doit tous ensemble, je dirais, porter, c'est vraiment décarboner cette production. Donc aujourd'hui, toutes les technologies sont prêtes. Ce qui est vraiment important pour pouvoir décarboner et permettre à la filière de se développer, c'est travailler en parallèle les infrastructures et les usages. C'est qu'en fédérant tous les acteurs de la filière à partir donc, de la production d'acteurs clés qui puissent produire et distribuer, les acteurs clés qui sont les utilisateurs finaux, hein, que ce soit les véhicules lourds, les véhicules captifs, les flottes des taxis, c'est vraiment ensemble massifier pour pouvoir atteindre cet objectif de 6,5 gigawatts de production qui vont permettre d'avoir de l'hydrogène disponible, distribué et en prix compétitif, parce qu'il y a les deux enjeux, c'est vraiment massifier pour baisser les prix de façon que la filière puisse se développer et permettre l'utilisation et la décarbonation de notre société. Parce qu'il va falloir que tout le monde s'adapte, il va falloir que les entreprises également puissent avoir accès à des véhicules qui permettent de rouler dans des agglomérations en proposant le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Vous, dans la location à longue durée, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose, évidemment, on a entendu François Barbander tout à l'heure dire que ça va être un gros défi? Oui, alors pour revenir sur l'hydrogène, on a fait une étude en fait avec Dataneo, qui est membre associé en fait du syndicat, pour regarder finalement les véhicules hydrogène qui roulent en France. Et aujourd'hui, en fait, on a 500 véhicules hydrogène qui roulent en France. Sur ces 500 véhicules, en fait, on a 0 véhicule à particulier, donc ce qui veut dire que tous les véhicules sont à destination des entreprises. 3/4 de ces véhicules sont des véhicules qui sont en location longue durée, donc par les acteurs du syndicat. 90% de ces véhicules sont utilisés en Île-de-France, donc sur la région Île-de-France aujourd'hui. Et puis quand on regarde une fois encore le périmètre sur lequel on travaille, donc tous les véhicules de moins de 3,5 tonnes, hein, donc on n'est pas sur les périmètres bus, etc., train ou autre, c'est en fait 4 modèles aujourd'hui, et puis 3 constructeurs qui proposent ces éléments. Donc il va falloir accélérer. On est au début de quelque chose, mais par contre les loueurs effectivement sont vraiment et jouent vraiment leur rôle en fait d'innovation, de quelque part de recherche et développement sur le sujet, et puis évidemment ces sujets de transition énergétique qui sont absolument importants et sur lesquels on aura peut-être un mot clé aujourd'hui. Philippe Boucly le rappelait, Lionel Frenschkeo, c'est vrai que c'est une technologie qui n'est pas nouvelle. En tout cas, on fait en sorte aujourd'hui qu'elle soit de plus en plus présente, mais on va rappeler quand même qu'un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique. C'est vrai que et c'était un peu pourquoi je souriais quand vous posiez la question au démarrage de la table ronde. On a souvent tendance à opposer les technologies comme si finalement une était excluée de toutes les autres. Et en fait, c'est toute la complexité quand on parle de transition aujourd'hui écologique, c'est que il n'y a pas une solution technique qui va nous permettre de régler tous les problèmes. Donc nous, en tant que constructeurs, on est convaincus que l'hydrogène est une des solutions, puisqu'il amène un certain nombre d'opportunités, je dirais que ce soit sur le temps de charge, que ce soit sur les autonomies notamment, mais ça ne vient pas exclure l'électrique à batterie, par exemple, qui est une solution probablement pour d'autres usages. Et donc c'est important, en définitive, d'arriver à voir ces différentes solutions pour être justement capable de répondre aux enjeux climatiques qu'évoquait Philippe au démarrage, et donc de répondre à des usages. Et effectivement, l'hydrogène répond beaucoup aux usages intensifs, que ce soit sur les véhicules de tourisme, que ce soit sur les véhicules utilitaires, sur les poids lourds, sur les bus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, cette massification qui était évoquée par l'offre de produits, quelle que soit leur typologie, va aussi amener des opportunités de développement de la filière, puisqu'il y aura de plus en plus de clients finalement autour de la table pour dire bah oui, moi l'hydrogène m'intéresse parce que ça répond à mon usage. L'hydrogène ne va pas tout remplacer, c'est ça le message principal? C'est un peu souvent ce que je répète quand on parle d'hydrogène, quand on parle de transition écologique. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a une solution simple, il faut le fuir tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible, il n'y a pas de solution simple. Et une des complexités, c'est qu'effectivement, il va y avoir une accumulation de différentes technologies qui vont répondre à différentes problématiques. Et pas une techno qui répondra à tous les sujets. Malheureusement, ça ne va pas être aussi simple, mais clairement, aujourd'hui, l'hydrogène a été identifié
notamment par le gouvernement, comme étant une des solutions d'un point de vue écologique, d'un point de vue industriel, d'un point de vue économique, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, au-delà de ce que le gouvernement français a décidé, c'est que ça s'intègre aussi au niveau européen. Parce que quand on parle de mobilité, c'est aussi important que finalement nos clients, ils soient à même de rouler en France, mais si jamais ils avaient envie de passer la frontière et d'aller en Espagne, en Italie ou en Allemagne, qu'ils puissent continuer à faire le plein de leurs véhicules. Oui, c'est bien aussi. C'est aussi important. Comme on disait, donc l'hydrogène, effectivement, ce n'est pas tout seul l'hydrogène qui va résoudre les problèmes, mais sans hydrogène, on ne pourra pas atteindre les objectifs qu'il y en a des réductions, d'arriver à une société zéro carbone en 2040-2050. Donc il va être clé, il faut vraiment ensemble travailler pour qu'il soit accessible et utilisable, sinon on n'arrivait pas à notre ambition. C'est devenu indispensable parce qu'il y a quelque chose qui est très clair, c'est que le thermique est sur le point de mourir de toute manière. C'est ça, on est d'accord, Philippe? Il y a des... La messe n'est pas encore complètement dite. Oui. Pour certaines mobilités, je pense par exemple à un porte-container, je ne suis pas sûr qu'un porte-container fonctionne avec des piles à combustible. Donc on va imaginer d'autres... donc la combustion interne a encore probablement sa place, mais là aussi, comme disait Lionel, il y a une place pour chaque chose, je dirais, pour chaque usage. Et on imagine pour les porte-containers, par exemple, consommer, brûler de l'ammoniac. Mais de l'ammoniac qui serait fait avec de l'hydrogène renouvelable. Pour d'autres solutions, ça peut être du méthanol ou des kérosènes de synthèse pour l'aviation. On l'a compris, l'un des enjeux principaux, ça va être de décarboner les process existants pour faire en sorte d'avoir une production 100% verte, si possible. Ça serait mieux. Par quelle solution ça passe? J'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Tout à fait. Donc, comme on a évoqué, l'objectif est d'arriver à une société zéro carbone. Donc, effectivement, avoir des sites de production qui produisent l'hydrogène renouvelable au bas carbone. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a déjà des réalisations. Donc, effectivement, si on regarde, donc, Air Liquide, elle a démarré au début de l'année au Canada. Donc, les sites de production d'hydrogène renouvelable les plus grands au monde. Donc, effectivement, c'est de l'électrolyse alimentée avec de l'énergie renouvelable. On a les défis donc de pouvoir faire grandir la capacité de production après l'électrolyse. On est en transition énergétique, d'où les non-transitions. Donc dès aujourd'hui, on peut s'appuyer sur les assets existantes qui sont actuellement décarbonés pour les transformer et capter donc les CO2 pour les rendre décarbonés ou à contenu bas de carbone et dès tout de suite pouvoir agir pour commencer à décarboner la société le temps qu'on puisse monter en puissance dans les sites de production d'hydrogène renouvelable. Répondre à la demande et politique et industrielle. On parlait tout à l'heure des entreprises qui vont devoir s'adapter. Vous les sentez déjà en demande? Elles viennent vers vous pour savoir comment s'organiser pour les années qui viennent? Alors notre monde en fait de loueurs et constructeurs automobiles d'ailleurs a considérablement changé au cours des dernières années. Si on revient quelque part 5 ans en arrière, c'était finalement pas très compliqué. C'était du diesel pour nos clients, on ne se posait pas beaucoup de questions. Aujourd'hui, en fait, évidemment, le panel il est très, très, très large. Et ce qui est absolument essentiel, et on se rejoint parfaitement, c'est l'usage. Et quel est l'usage en fait, des véhicules, quel est le besoin de nos clients, de manière à adapter la bonne énergie par rapport à l'usage de nos clients. Alors nos clients, effectivement, sont devant ces éléments, sont devant des évolutions aussi réglementaires. On parlait tout à l'heure de la LOM, on parle des ZFE, il y a des évolutions fiscales. Donc plus que jamais, le conseil et puis l'accompagnement en fait, des loueurs vis-à-vis de leurs clients est absolument essentiel. Et c'est vraiment aussi la force de notre métier et puis l'évolution du métier qu'on va vivre encore pour les années qui viennent. Qui pousse qui aujourd'hui, Lionel Frenchkeo, dans cette transition? J'imagine qu'en tant que constructeur, vous êtes obligé d'anticiper ces questions restrictives, on va dire réglementaires. Disons qu'il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que nous, on est dans l'anticipation, puisque avant de mettre une voiture à la route, il se passe un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'on a commencé, nous, à travailler sur des véhicules à pile à combustible on va dire, en 1998, même si effectivement la technologie est centenaire ou plus que centenaire. Donc ça, c'est gérer la partie très en amont. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on met quelque part en opposition souvent les infrastructures et la disponibilité des outils. Et dans les faits, en fait, c'est pas qui pousse qui, c'est justement d'arriver à fédérer l'ensemble des acteurs au même moment, au même endroit, de manière très locale souvent, pour s'assurer justement qu'on amène une offre qui soit la plus complète vis-à-vis du client. C'est-à-dire qu'effectivement, que nous, en tant que constructeur, on aille voir un client pour lui vendre un véhicule sans avoir en amont solutionné la problématique de l'infrastructure, ça n'a pas de sens. Et à l'inverse,
mettre en place une infrastructure sans s'être assuré qu'il y a des clients pour pouvoir l'utiliser, ça n'a pas de sens non plus. Et c'est tout ce travail-là maintenant qui est à faire. Finalement, si on doit pousser quelqu'un, c'est une forme de collectif qui soit politique, qui soit évidemment les lois longue durée, qui soit nous en tant que constructeurs, qui soit évidemment les fabricants d'hydrogène, se pousser tous conjointement, je dirais, pour avoir à un moment donné une définition claire des besoins localement, de manière à ce qu'on soit à même de mettre en place la bonne infrastructure au bon endroit, en ayant bien défini quels seront les utilisateurs, qu'ils soient utilisateurs de véhicules de tourisme, ce que moi je vends aujourd'hui, véhicules utilitaires, poids lourds, camions poubelles, chariots élévateurs, trains, puisque la France fabrique des trains à hydrogène, etc. etc., etc. Donc cette logique-là, c'est vraiment ce vers quoi on doit tendre pour avoir un effet d'accélération qui peut arriver très vite, parce que dans les faits aujourd'hui, tout est là. C'est pas, on parle souvent du futur, etc., mais dans les faits, la techno est là, les infrastructures, on peut les développer, les clients, on parlait de la loi LOM, des ZFE, etc., donc le cadre réglementaire, on va dire les contraintes, elles sont là aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de moment important et il faut qu'on arrive à faire cette bascule-là. Oui, on est dans un moment clé, Philippe, et France Hydrogène est là aussi pour faire en sorte justement, de ce que vient de dire Lionel, de fédérer tous ces acteurs. Oui, Lionel l'a bien dit, c'est pas qui pousse qui, il y a vraiment une mobilisation générale, il y a une prise de conscience générale à tous les niveaux que l'hydrogène est une des clés, une des parties de la solution. Cette mobilisation, on la constate effectivement au niveau de France Hydrogène. Nous étions 120 en début 2019, nous allons bientôt être 350. Donc en à peine 3 ans, on a presque triplé le nombre d'adhérents, ce qui montre bien cette mobilisation. Toutes les régions de France sont adhérentes, donc là aussi, au niveau des territoires, mobilisation. À l'Assemblée nationale, vous avez un groupe d'études sur l'hydrogène. On rencontre des sénateurs qui sont pleinement engagés, mobilisés sur l'hydrogène. Il faut voir que cette mobilisation, elle n'est pas spécifiquement française. Dans le monde, il y a plus de 30 pays qui ont soit une stratégie, soit une feuille de route, et puis d'autres vont sortir. D'autres sont en train de la préparer. Donc cette mobilisation, elle est mondiale. Au niveau européen, il y a une stratégie également pour l'hydrogène. Nous, en France, donc, c'est 6,5 gigawatts, 6500 mégawatts. Au niveau européen, c'est 80 gigawatts. Donc là aussi, et cette stratégie française, évidemment, s'intègre dans cette stratégie européenne. Le fait important, c'est qu'au-delà des objectifs climatiques, au-delà des objectifs en matière de qualité de l'air, c'est les ZFE et la qualité de l'air dans les villes, il y a aussi un objectif de réindustrialisation, c'est-à-dire de reprise en main de ces technologies. Et enfin, pour le dire, comme l'a dit Bruno Le Maire le 8 septembre dernier, pas refaire pour l'hydrogène ce qui a été fait pour les panneaux solaires, c'est-à-dire l'argent du contribuable français, parce qu'il en faut, va développer l'industrie chinoise. Ça, c'est plus possible. Donc, faire de l'hydrogène un vecteur de réindustrialisation en France. Et enfin, nous, on a bien vu le décollage et, disons, l'adhésion du ministère de l'économie après la conférence de presse du président Macron en avril 2019, où il demande au gouvernement de faire un pacte productif. Et à partir de là, à partir également d'une commission sur l'innovation présidée par Benoît Potier, le président d'Air Liquide, l'hydrogène a été reconnu comme une des 10 technologies stratégiques qu'il fallait développer et sur lesquelles il fallait s'appuyer en France pour réindustrialiser. La bonne nouvelle aussi, enfin, ça pour nous, ça a été un très bon signe, c'est que les financiers commencent aussi à s'intéresser au secteur. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à gagner, et donc ça, c'est intéressant. Non, vous regardez les banques, que ce soit la BNP, la Société Générale, Natixis, le Crédit Agricole, ils sont tous fortement impliqués sur l'hydrogène. Des investisseurs font des levées de fonds incroyables. Regardez les entrées en bourse. Donc il y a vraiment cette mobilisation générale et la perception que l'hydrogène va permettre d'atteindre les objectifs de la transition énergétique. Comment on gère ça du côté de chez Air Liquide? On dit qu'il faut massifier la production maintenant, mais faire en sorte aussi que l'on ait cette production en France et que l'on soit aussi à la pointe de la technologie en France sur cette question qui va être centrale dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Donc quand on dit qu'il faut massifier, c'est avoir des sites de production d'une certaine taille qui vont nous permettre d'avoir des prix de production compétitifs. Donc l'objectif, c'est la massification, mais ça va être toujours
à niveau français, en s'appuyant sur des technologies qui doivent être développées à niveau européen et pour pouvoir déployer la filiale et être autonome à niveau Europe dans la production des composants. Parce que ce qui est important en parallèle, c'est de développer vraiment toute la filiale. Et pour pouvoir donc produire après l'électrolyse, on a besoin de pas mal de composants. On a besoin de composants dans toute l'industrie, que ce soit la production, l'utilisation finale. Donc, favoriser tout cet environnement pour garder effectivement de l'emploi en France, en Europe, et permettre donc à la France, qui a énormément d'atouts. On a énormément de grandes sociétés, des PME, des centres de recherche qui travaillent sur l'hydrogène. Et on a vraiment de fertiliser tout cet environnement pour garder les compétences et être leader dans la filière hydrogène en France et en Europe. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas de disparité également régionale, comme on l'a pu le constater parfois avec l'électrique aussi, où il y a des régions plus dotées d'infrastructures que d'autres. Philippe, ça aussi c'est une question. On est en train de, maintenant qu'on a cette vision à 2030, on est en train de la préciser, de faire aussi une feuille de route pour voir comment se fera le déploiement. Et on voit clairement se dessiner ce déploiement autour dans des bassins. Ce que nous voyons, ce sont des bassins qui se dégagent assez clairement. Ce sont les ports, Dunkerque, Le Havre, Saint-Nazaire, Bordeaux, Fosse-Marseille, des vallées, l'axe Seine, qui va donc du Havre jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, la vallée du Rhône, de Fosse-Marseille jusqu'à Lyon, et puis également des bassins aux frontières, le bassin de Lac connecté avec l'Espagne, le bassin de Carlin-Saint-Avold connecté avec la Sarre. Donc, on dit massification, c'est évidemment pour répondre aux enjeux de taille qui sont devant nous, mais c'est aussi pour faire baisser les coûts. Enfin, il faut reconnaître que l'hydrogène est encore très cher, trop cher, et c'est, à mon sens, le principal frein à sa progression. Avec l'hydrogène, pour avoir une idée, un véhicule hydrogène, une fourchette de prix à peu près aujourd'hui On est aujourd'hui sur les véhicules qui sont à la route autour de 80 000 €. Mais ce qui, dans les faits, est on va dire, le prix d'un véhicule équivalent avec une technologie du type hybride rechargeable, par exemple. Donc ce sont des véhicules chers, parce qu'à 80 000 €, on est sur des véhicules chers, mais pas plus chers que d'autres technologies déjà existantes. Ça, c'est aussi des choix pour nous en tant que constructeurs, de rendre, entre guillemets, ces technos plus abordables que leur coût réel aujourd'hui, puisqu'on a la même problématique de massification. Aujourd'hui, on parle de petits volumes, donc on a besoin de massifier, évidemment, mais c'est vrai qu'on a travaillé à rendre ces technologies plus abordables qu'elles ne le sont en réalité. Parlons peut-être des objectifs pour les 10-20 prochaines années, en termes des objectifs réalistes, bien sûr, dans les motorisations, en termes de pourcentage. Qu'est-ce on table sur quoi les uns et les autres acteurs de ce secteur? En amont de la stratégie nationale, nous avions publié en juillet dernier un manifeste pour un plan national hydrogène ambitieux et cohérent. Nous parlions de 300 000 véhicules utilitaires, 300 000 véhicules légers utilitaires et véhicules éventuellement particuliers ou véhicules d'entreprise à l'horizon 2030. Donc 300 000 véhicules à l'horizon 2030, 5 000 poids lourds. Je pense que là, on a été un peu petit bras. Je pense qu'on fera mieux que 5 000 poids lourds. 250 trains et 1 millier de bateaux. Mais là, je ne parlais pas de porte-containers, je parlais de navettes fluviales, navettes côtières, bateaux de pêche, bateaux de service en mer. Donc des bateaux dont on sait déjà, qui pourront être électrifiés, je dirais, avec piles à combustible. Donc voilà les ordres de grandeur. Donc 300 000, ce n'est pas encore beaucoup, mais c'est par rapport à maintenant c'est 400, 500. Ouais. Donc on n'est pas loin des coefficients 1000 en fait. Voilà, il y a toujours le coefficient 1000. Oui, c'est ça, c'est également l'objectif pour les loueurs longue durée. Qu'est-ce qu'on se fixe? Évidemment, pour les loueurs, en fait, il n'y a pas d'objectif particulier. En fait, les loueurs accompagnent évidemment les clients, même s'ils sont pionniers. Enfin, notre profession est pionnière, on l'a vu tout à l'heure, parce que on prend les nouvelles technologies, puis on accompagne nos clients sur ces nouvelles technologies. Ce qui est important, c'est pour nous aussi, alors évidemment, on parlait de l'usage tout à l'heure, mais c'est la manière d'utiliser évidemment le véhicule. C'est que un véhicule, il faut pouvoir en fait le recharger ou faire le plein, je ne sais pas trop comment dire en fait, sur un véhicule hydrogène, voire électrique. Donc il y a toute cette thématique en fait de réseau qui est essentielle. Donc du coup dans son usage au quotidien, il faut que ce soit le plus simple possible. Et puis évidemment ces thématiques de prix et donc du coup de coût d'utilisation, on appelle ça TCO dans la profession, qui sont absolument essentielles. Donc
Mon sentiment, c'est que les planètes sont en train de s'aligner en fait sur la partie hydrogène, et que du coup, forcément, les loueurs vont être largement en mesure d'accompagner les ambitions que se donne l'industrie et puis les constructeurs. Et chez Hyundai, Lionel? Nous, on a communiqué de manière assez claire sur le sujet, c'est-à-dire que d'ici à 2030, on veut vendre tous les ans 500 000 véhicules motorisés par cette technologie. Pour vous donner un ratio, on va dire des années normales, la marque fait à peu près 5 millions de voitures au niveau mondial. Donc 500 000 sur 5 millions, on est quand même sur 10% des volumes vendus sur une année. Donc on parle d'ambitions qui sont fortes. Là aussi, juste pour vous donner des ratios, le véhicule qu'on vend le plus au niveau mondial, c'est à peu près 800 000 à 900 000 voitures par an. Donc c'est clairement, pour ce qui nous concerne, une ambition forte. Et là, je parle vraiment que de VP. Il y a aussi d'autres choses qui arrivent, véhicules utilitaires et poids lourds, puisqu'on a d'ores et déjà livré nos premiers poids lourds en Suisse il y a quelques mois maintenant. Donc ça fait partie, effectivement, pour nous en tout cas, des engagements forts qui ont été pris en ligne avec le développement de la filière, la production d'hydrogène vert, etc. Puisque évidemment, tout ça s'inscrit dans une logique globale, comme l'évoquait Philippe, avec un conseil de l'hydrogène mondial qui fait aussi la promotion de ces technos, et notamment au travers de la mobilité. Cécilia, au niveau de la production? Oui, donc Liquide s'est engagé en annonçant son plan au mois de mars d'investir 8 milliards d'ici 2035 pour développer cette filière hydrogène et bas carbone et accompagner donc les industriels et la mobilité pour pouvoir vraiment développer l'hydrogène. Et donc dans ces 8 milliards, on a vraiment l'ambition d'installer des sites de production d'hydrogène par électrolyse renouvelable au moins à l'autour de 3 gigawatts avant 2030. Avant 2030. On sent que 2030, c'est un objectif important pour cette évolution. En conclusion, messieurs, dames, quels seront les points les plus importants à retenir de cette évolution? Accélérer le développement, ça c'est évident, ça devient indispensable. Tout à fait. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont là. Je dirais on a prouvé dans les 10-15 ans que la technologie sont prêtes dans toute la chaîne des valeurs de l'hydrogène. Donc voilà, moi, l'objectif, c'est fédérons-nous, travaillons sur des projets concrets avec tous les utilisateurs, un mixant du privé et du public, pour pouvoir rendre l'hydrogène accessible et faire développer la filière. Fédérer tout le monde, Philippe Bouclier. Oui, encore une fois, l'hydrogène ne fera pas tout, mais sans hydrogène, on ne réussira pas la transition énergétique. Pour placer dans deux grandeurs, c'est de l'ordre de 15% dans la consommation finale d'énergie à l'horizon 2050. Donc c'est pas une vision impérialiste hégémonique, 15%, mais c'est absolument indispensable pour un certain nombre d'usages. Il faut construire un marché. On l'a dit tout à l'heure, il faut à la fois les véhicules, mais il faut aussi les stations de recharge pour ces véhicules. Il faut également les électrolyseurs qui vont faire l'hydrogène renouvelable. Il faut donc ces stations de recharge. Enfin, il y a toute la chaîne à construire. Il faut également former. On n'a pas parlé de la formation des compétences, mais c'est un point également clé, également pour la maintenance des véhicules. Il faut que les ateliers de maintenance sachent réparer les véhicules à hydrogène, et puis faire avancer la réglementation. Je crois aussi qu'il faut faire feu de tout bois, c'est-à-dire s'écarter de toute idéologie en disant je veux que du renouvelable, tout ce qui est bas carbone est bon. Et donc on peut. Et mieux. Oui, mais donc il y a des solutions. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure dans le film sur Air Liquide CryoCap. On peut continuer à casser de la molécule de méthane si on arrive à capter le gaz carbonique et à le piéger ou à le réutiliser pour d'autres usages. On aura de l'hydrogène bas carbone. On peut utiliser le mix électrique français qui est largement décarboné pour faire Donc il ne faut pas forcément se limiter à de l'électricité produite par des éoliennes ou par des panneaux solaires. Donc vraiment faire feu de tout bois. On peut à partir de la biomasse également, là on ne l'a pas évoqué, mais on peut aussi à partir de la biomasse faire de l'hydrogène. Donc faire feu de tout bois et pousser les feux, enfin là je dis il faut faire feu de tout bois, mais pousser les feux sur le renouvelable. On a un retard énorme en France en termes de renouvelables. Je crois qu'il y a une éolienne, alors que la Grande-Bretagne doit avoir déjà des gigawatts d'éoliennes offshore. Donc il faut pousser les feux et développer les renouvelables.
Agir intelligemment, mais rapidement alors. Rapidement, il faut accélérer. Rapidement, tant faire une idéologie, s'adapter également, hein, c'est le mot d'ordre également que l'on retient de ce que vous avez dit Lionel et Fabrice sur les motorisations, de continuer de diversifier au maximum. Oui, puis s'adapter une fois encore, enfin, c'est important, s'adapter aux usages. Nos clients sont rationnels, donc dès que les planètes sont alignées, dès que les éléments sont là, il n'y aura pas de sujet. Et évidemment, en tant que lower, on les accompagnera et on sera très très contributeur à ces éléments de transition énergétique. Lionel, je vous laisse le mot de la conclusion. Alors, moi, c'est toujours la poule ou l'œuf. Et pour ce qui concerne l'hydrogène, c'est la poule et l'œuf. Pour m'expliquer, c'est que très souvent on entend oui, mais avant que j'ai des véhicules hydrogène, peu importe encore une fois quelle typologie de véhicule, j'ai besoin d'infrastructures. Et donc attendons l'infrastructure avant d'avoir les véhicules. Et en fait, la réalité, c'est que on a aujourd'hui la capacité à développer des infrastructures, on a l'offre. Les offres de produits, que ce soit voiture, VU, poids lourd, etc., etc. Donc au final, d'ores et déjà aujourd'hui, on peut arriver à accélérer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de se dire, parce qu'on a beaucoup parlé de 2025, 2030, c'est des échéances qui, parfois pour nos clients, peuvent paraître extrêmement lointaines. Je veux dire, quand on est une entreprise, parler de 2030, c'est compliqué parce qu'on est sur de la prospective qui est quand même très long terme. Mais aujourd'hui, on peut déjà sauter le pas. Mais il faut le faire en ayant une capacité à finalement régler l'ensemble des sujets, que ce soit effectivement l'infrastructure, l'offre de véhicules. Et ça, effectivement, ça ne peut pas se faire de manière isolée. Ça doit se faire dans un cadre qui est celui de la ville, de la région, du département, celui des acteurs privés et publics, celui d'entreprises comme la mienne. Les loueurs ont tout leur rôle à jouer aussi parce que c'est eux qui vont permettre de mettre ces voitures à la route. Air Liquide dans la partie infrastructure et production. Donc tout le monde est prêt dans les faits aujourd'hui. Il suffit juste effectivement de générer l'opportunité. C'est finalement pas très compliqué, pour peu qu'il y ait une volonté. Et visiblement, la volonté politique, elle est là. Donc je dirais maintenant, notre rôle, c'est de nous assurer que ce genre de table ronde ait lieu plus régulièrement avec tous les acteurs pour s'assurer qu'au lieu d'avoir 500 voitures qui roulent, rapidement, on en ait 1000 ou plus. Et puis si on prend en compte les véhicules utilitaires et d'autres typologies de véhicules, jusqu'au train, aux bateaux, aux avions, ça permettra rapidement, sans parler de 2025 ou 2030, d'avoir déjà la démonstration que cette technologie-là, elle est viable, elle est rentable, et donc, de fait, faire finalement, par l'exemple, démontrer la pertinence du choix. Merci à tous les quatre. C'est le moment maintenant de jeter un coup d'œil aux questions que vous avez souhaité nous poser et poser à tous les intervenants lors de cette table ronde. J'en ai quelques-unes sous les yeux que je vais vous exposer. Quel est votre point de vue au sujet du maillage de stations à hydrogène? À quel horizon voyez-vous l'atteinte d'un réseau d'avitaillement d'hydrogène renouvelable? Donc je peux répondre. Allons-y, Cécilie, avec plaisir. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a déjà des stations, un réseau de stations qui existe. C'est des exemples typiques en Ile-de-France, la région parisienne, dans lesquels on a accompagné le déploiement de la première flotte des taxis, 100% hydrogène à Paris, et dans lesquels effectivement aujourd'hui, il y a déjà 4 stations, bientôt 6 en Ile-de-France, qui permettent effectivement une autonomie en région parisienne pour pouvoir donc déployer la filière. Comme il disait Philippe aussi, on a identifié à niveau français quels sont les bassins clés chez qui on doit commencer à mailler l'industrie et la mobilité pour pouvoir avoir une taille critique et développer la mobilité. Donc une fois qu'on a identifié ces bassins, effectivement, l'étape suivante, c'est lier les bassins via des corridors, via les axes routiers principaux, de façon à pouvoir avoir une infrastructure nationale qui est assez couverte. Mais je dirais, c'est un marche et je pense que si on se fédère tous ensemble, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas rejoindre dans quelques années facilement. Oui, Philippe? On vise de l'ordre de 1000 à 1500 stations à l'horizon 2030. C'est très bien. Benoît Domingos pour cette question. Stéphane Copy également qui nous demande: est-ce que la production du carburant hydrogène est plus propre que l'extraction et production des carburants fossiles? Oui. Pour autant que l'électricité que vous utilisez, si vous faites de l'hydrogène à partir de la biomasse, c'est renouvelable. Et si vous utilisez de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable, votre hydrogène est propre. Tout ça commence à être défini assez précisément. C'est ce qu'on appelle la taxonomie. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les chiffres, mais en clair, si dans le mode de production,
que ce soit avec des renouvelables, avec de l'électricité faite par le nucléaire, par de l'électricité faite à partir de gaz ou à partir de charbon, produisait toujours du gaz carbonique. Donc, et si vous faites en analyse du cycle de vie, donc la taxonomie, c'est-à-dire les règles établies par Bruxelles, disent que on considérera que l'hydrogène est bas carbone si vous produisez moins de 3 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène, à comparer aux 10 à 11 kg lorsque vous l'extrayez du gaz naturel fossile. Comment s'inscrit le constructeur Hyundai dans l'écosystème des différents partenaires technologiques ou partenariats liés à la distribution de carburant ? C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, la manière dont on travaille, c'est ce que je disais, c'est que systématiquement, quand on a aujourd'hui des demandes de nos clients dans la boucle, systématiquement, on travaille avec, et on a beaucoup travaillé avec Air Liquide à mettre en œuvre la station localement qui va avec. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, on ne peut pas, nous, avoir l'ambition de développer cette technologie-là sans être capable aujourd'hui de trouver aussi des solutions d'infrastructure. Et c'est des choses qu'on fait aussi pas mal, qu'on commence à faire avec notre réseau de distribution. Typiquement, notre concessionnaire de Chambéry, par exemple, a installé une station de recharge hydrogène sur son site. Donc ça veut dire que lui est à même aujourd'hui de vendre des véhicules hydrogène et sur son site d'être capable d'en faire la charge. Donc on s'inscrit dans cette logique-là, sachant que évidemment, au travers de l'impulsion que l'État peut avoir, que les régions peuvent avoir, que l'Europe peut avoir, il y a aussi un certain nombre d'accompagnements à l'investissement qui sont faits, qui rendent ce type d'investissement plus abordable, plus rentable, dans une perspective de développement de cette technologie-là. Mais là encore, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, puisque là, je réponds à une problématique qui est quelque part la mienne, en tant qu'industriel, mais mon ambition, entre guillemets, c'est d'intégrer nos ambitions, nous, sur cette technologie-là, dans un cadre plus large. Ça permettra d'aller encore plus vite. Parce que si demain je réponds à mes besoins en tant que marque, c'est bien, mais si je réponds à d'autres besoins qui pourraient être, encore une fois, ceux de la ville ou de la région, ceux du train local, parce qu'il va être hydrogène, ça permet d'avoir une infrastructure bien plus importante et donc de répondre à d'autres enjeux. Mais aujourd'hui, on essaie de travailler, comme je disais tout à l'heure, un peu la poule et l'œuf, mais la poule et l'œuf au même moment, pour s'assurer qu'on fasse en parallèle le développement du véhicule, du nombre de véhicules mis à la route et des infrastructures qui vont avec. Une dernière question, il me semble que vous avez répondu, Cécilia. Voilà, tout simplement, combien de stations-service offrent l'accès à l'hydrogène en France et en Ile-de-France au grand public ? Vous nous avez donné le chiffre en Ile-de-France. Tout à fait, en Ile-de-France. Après, voilà, il y a des stations qui sont... Il y a des régions dans lesquelles vous avez déjà un réseau des stations, comme en Normandie, comme en région Rhône-Alpes. Côté véhicule, après, donc Air Liquide est en train de construire la première station pour les poids lourds, qui va être démarrée à la fin de l'année, sur laquelle on pourra mettre à Marseille donc le 10 poids lourds 44 tonnes. Et ce seraient les premières stations vraiment qui commercialisera de l'hydrogène pour des véhicules lourds. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette table ronde très enrichissante. Merci Cécilia Fourier-Renzi de chez Air Liquide. Merci Philippe Boucly, France Hydrogène. Merci Lionel Frenchkeo de Hyundai Motor France. Merci Fabrice Desnoilles pour Sésame LLD. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a passionné, intéressé, donné envie d'en savoir plus également sur cette question. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vais réaccueillir François Brabander, président de Sésame LLD, quand même, pour clore cette convention comme il se doit et vous remercier tous chaleureusement. François, peut-être un petit... Allez, on accueille François dans un instant. L'été intéressant de cette table ronde, François. Oui, c'était une très très belle table ronde. Et bon, elle n'a pas totalement répondu à la question que vous posez tout à l'heure sur l'avenir. Mais en tout cas, on voit bien que des éléments de lecture ou d'interprétation ont commencé à être donnés. Et moi, je mets un peu à la place de deux cas particuliers. D'abord, les collaborateurs qui rentrent dans nos activités de location longue durée.
nos petits jeunes et qui voient leur horizon à se dire à 2030, 2050, la transition énergétique, eh bien ça y est, depuis le temps qu'on en parlait, on est dedans. Et véritablement, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, là, notamment au cours de ce débat, montre bien que avec des constructeurs comme Hyundai, avec un environnement réglementaire et technologies qui s'accroît, qui se complexifie, mais qui en même temps trace un horizon, eh bien, notre métier, qui est un métier de conseil, un métier de prestation, et un métier d'accompagnement de nos clients, eh bien, il a devant lui de très très belles perspectives, et c'est aussi de magnifiques perspectives pour nos collaborateurs qui ont montré au cours de ces derniers mois une magnifique capacité d'adaptation et d'accompagnement de nos clients et pour lesquels je les en remercie. Et puis comme je suis dans la séquence remerciements, eh bien, non seulement je remercie l'ensemble des participants de cette belle journée, de cette belle convention qui a pris une forme un petit peu différente à celle à laquelle on était un peu jusqu'ici habitué et que j'espère on va retrouver très vite. En tout cas, c'est notre ambition pour l'année prochaine. Je remercie donc tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette belle convention, plus particulièrement bien entendu notre partenaire Hyundai qui nous a accompagnés tout au long de cette convention, et puis tous ceux, vous-même Marina, et puis les techniciens qui nous ont amenés à réussir parfaitement, je l'espère, en tout cas c'est ma conviction, cette belle convention d'un type un petit peu différent, mais je crois qu'il faudra aussi quand même s'y habituer, parce que nous aussi nous passons tous les uns les autres en mode hybride, donc il y aura cet environnement bientôt. On s'adapte évidemment. Merci à vous François, merci également à toutes les équipes autour de Isabelle Briglia qui nous a aidé bien sûr à construire cette convention, et à l'année prochaine en présentiel alors. Bienvenue. Alors, en tout cas, c'est notre envie, c'est notre conviction. Très belle journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup.